Vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver. Vraiment. C'est le genre d'histoire qui ne se passe que dans les téléfilms de Noël, sauf que là, c'était le 31 décembre à Paris, et la réalité était beaucoup plus glaciale que n'importe quelle fiction. Il faisait un froid de chien, vous savez, ce froid sec qui vous pique les poumons dès que vous sortez du métro. Tout le monde était pressé, engoncé dans son manteau, les yeux rivés sur le décompte des heures avant minuit. Sauf peut-être Léa. Léa, elle était à bout. Elle travaillait double service au Souffle d'Or, un de ces restaurants étoilés dans le 8e arrondissement où le prix d'une entrée suffisait à payer son loyer d'étudiante pour 2 mois. Ce soir-là, c'était la Saint-Sylvestre, donc la folie. Des verres de cristal qui claquent, des rires trop forts et des clients qui vous regardent de haut, même quand vous leur apportez leur homard. Léa avait les pieds en compote. Elle devait être debout depuis 14 heures. À 22 ans, elle jonglait entre la fac de droit, qu'elle payait avec ça, et ses services de luxe où elle devait faire semblant que tout allait bien, que son avenir n'était pas en train de s'évaporer dans la vapeur d'un plat de truffes. Elle n'avait pas le temps de penser aux vœux ou aux résolutions. Elle pensait juste au dernier bus. Le service de fin d'année, c'était l'enfer pour les transports. Le métro s'arrête tôt, et les bus de nuit, c'est une autre galère. Elle habitait loin dans le 19e, et le taxi, c'était hors de question. Chaque centime comptait. À l'intérieur, derrière la vitre embuée par la chaleur et le champagne, Arthur Saez siégeait à la table principale. Arthur était le genre d'homme qu'on voit sur les couvertures des magazines économiques, toujours impeccable, toujours à la tête de quelque chose d'énorme. Il avait fait fortune dans la tech, revendu sa première boîte avant 30 ans, et depuis, il jouait au roi Midas. Tout ce qu'il touchait se transformait en millions. Ce soir-là, Arthur n'était pas avec sa famille ou des amis proches. Il était avec des associés américains, des types en costume qui parlaient chiffres et fusions. Arthur n'écoutait qu'à moitié. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Il était là par obligation, pas par plaisir. Le luxe l'ennuyait. La perfection l'ennuyait encore plus. Il était assis dos à la salle, face à la grande baie vitrée qui donnait sur la ruelle de service, là où les livreurs et les employés fumaient leur pause. C'était un contraste total. À l'intérieur, l'or et le silence feutré. À l'extérieur, le bruit des poubelles et le vent. Arthur sirotait un verre de Bordeaux, le plus cher de la carte, juste pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Il regardait sans vraiment voir. Et puis, il y a eu Léa. Elle avait réussi à s'éclipser 5 minutes. Elle s'est glissée dehors, tirant la porte lourde derrière elle. Elle portait son uniforme noir fin, qui ne protégeait absolument pas du froid. Elle a serré ses bras contre elle, essayant de se réchauffer. Elle n'a pas allumé de cigarette. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus révélateur. Elle a sorti une petite pochette en tissu, celle où elle gardait ses maigres pourboires. Les clients du Souffle d'Or étaient généreux avec le pourcentage, mais pas avec les humains. Les types s'étaient partagés, redistribués. Ce qu'elle avait là, c'était le reste. La monnaie qu'elle avait pu glisser de côté. Léa a basculé sa pochette dans sa main gantée et a commencé à compter. Elle n'avait pas besoin de calculer un budget pour la semaine. Elle calculait juste si elle pouvait se payer le bus, le dernier, celui qui lui évitait de marcher 1 heure dans le froid. Arthur, de l'autre côté de la vitre, a arrêté de regarder les Américains parler de crypto. Il a vu la scène. Léa était penchée, sa respiration se transformant en petits nuages blancs, ses doigts engourdis par l'humidité de la nuit. Elle pinçait les pièces jaunes et argentées, les triant par taille. 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Elle les empilait méticuleusement, le front plissé par la concentration. Il y avait quelque chose de poignant dans ce geste, la solitude absolue, au milieu de la fête la plus bruyante de l'année. Elle était là, à quelques mètres de milliers d'euros de champagne, comptant la petite monnaie pour rentrer chez elle. Arthur n'était pas un homme particulièrement empathique. Il était habitué à ce que les gens autour de lui n'aient pas de problème d'argent. Les gens qu'il croisait dans son cercle se plaignaient du cours de la bourse, pas du prix du ticket de bus. Il a regardé Léa terminer son décompte. Elle a soupiré, un petit bruit qui ne traversait pas le verre, mais qu'Arthur a deviné à la façon dont ses épaules se sont relâchées. Un soupir de soulagement, mais aussi d'épuisement. Elle avait assez, juste assez. Elle a rangé les pièces et rentré, le dos droit pour reprendre son service. Arthur, lui, n'a rien dit à ses associés. Il a juste posé son verre. Il a regardé l'heure. 23 heures. Le réveillon était dans 1 heure. Il a appelé le maître d'hôtel, Hugo, un homme rigide et obséquieux qui semblait avoir été ciré pour l'occasion. « Hugo, j'ai une requête.
Hugo s'est penché, les mains jointes, prêt à exaucer le moindre vœu du client le plus fortuné de la soirée. « Bien sûr, monsieur Arthur. La jeune femme qui vient de rentrer, celle en tenue de service noir, je veux savoir son nom, et je veux qu'elle soit remplacée immédiatement. Elle rentre chez elle maintenant. » Hugo a cligné des yeux, déstabilisé. « Mais, monsieur, c'est la Saint-Sylvestre, nous sommes complets, et je m'en fiche, Hugo. Je paye sa nuit de travail ainsi que celle de son remplaçant. Double salaire pour les deux. Et un pourboire de 1000 € pour vous si elle est dans un taxi avant minuit. » Arthur n'avait pas l'habitude de négocier, il achetait. Hugo a immédiatement changé d'attitude. 1000 €? Il aurait vendu sa mère pour 1000 € ce soir-là. « C'est Léa Thuot, monsieur. »« Bien sûr, je m'en occupe personnellement. » Léa était déjà en train de servir la dernière bouteille de champagne aux Américains quand Hugo l'a tirée par la manche, l'air grave. « Léa, on a un problème. » Elle a senti son cœur se serrer. Un verre cassé? Une plainte? La peur de perdre son job. « Quoi donc, monsieur Hugo? Vous devez partir, tout de suite. » Léa a paniqué. « Mais j'ai le service de minuit et je dois... » « Non. Vous avez reçu une urgence familiale. C'est la consigne. Allez vous changer. Vous êtes payé, ne vous inquiétez pas pour ça. » Léa était complètement perdue. Elle a filé au vestiaire, sans comprendre pourquoi elle était virée à la veille du Nouvel An, alors qu'elle avait besoin de cet argent. Elle a enfilé son manteau usé. Elle est sortie par la porte de service, encore sous le choc. Elle avait raté le dernier bus, c'était sûr. Elle s'est préparée mentalement à la longue marche. C'est là que ça devient dingue. Au lieu de la ruelle sombre, une berline noire vitre teintée était garée juste devant la sortie, et Hugo, le maître d'hôtel, qui la détestait cordialement, était là, souriant nerveusement. « Mademoiselle Léa, votre transport est là. » Léa a regardé le chauffeur, qui lui a ouvert la portière avec une déférence qu'on ne réservait qu'aux clients. « Mais je n'ai pas commandé de taxi. C'est un geste exceptionnel de la maison, mademoiselle. Allez-y, c'est payé. C'est une très bonne année pour vous, semblait-il. » Léa, n'osant pas discuter avec Hugo, s'est glissée à l'intérieur. C'était chaud, c'était luxueux. Elle a donné son adresse. Le chauffeur a démarré doucement, s'éloignant du luxe criard du 8e arrondissement. Léa a passé quelques minutes à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi tant de générosité? Elle n'était qu'une simple étudiante serveuse. Elle a attrapé son téléphone. Elle devait appeler sa colocataire, Chorines, pour lui raconter l'absurdité de la situation. Mais avant qu'elle ne puisse déverrouiller l'écran, le chauffeur a parlé, sa voix grave et professionnelle. « Mademoiselle Léa, j'ai une autre instruction. » Léa a redressé la tête. « Oui, nous faisons un petit détour, le temps de déposer un passager. » Avant qu'elle ne puisse demander qui, la voiture s'est arrêtée. Non pas devant son immeuble, mais juste devant un hôtel particulier, dans une rue incroyablement chic. La portière s'est ouverte, et Léa a vu Arthur. Arthur, le milliardaire, celui qui était encore il y a 10 minutes dans le restaurant, mangeant des plats que Léa n'aurait jamais pu s'offrir. Il portait un manteau en cachemire qui valait probablement plus que toutes ses économies. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. Il avait l'air calculateur. Il s'est glissé sur le siège à côté d'elle, remplissant l'espace confiné de l'odeur d'un parfum très cher. « Bonsoir Léa », a-t-il dit, sans sourire. Elle a bégayé. « Monsieur Arthur, mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Je rentre chez moi », a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus normale du monde de partager une voiture avec une serveuse qu'il venait de faire virer. « Et j'avais besoin de vous parler. » Il a fait signe au chauffeur de redémarrer. Le silence était assourdissant. Léa sentait son cœur battre dans ses oreilles. « Je ne comprends pas. Pourquoi m'avoir fait partir ?» Arthur a tourné légèrement la tête vers elle. Ses yeux étaient d'un bleu froid, qui ne laissait rien transparaître. « J'ai vu ce que vous faisiez dehors il y a 1 heure. » Léa a rougi instantanément. Il l'avait vu compter ses pièces. C'était l'humiliation suprême. « Je m'excuse, monsieur. Ce n'était pas professionnel. » « Ne vous excusez pas, a-t-il coupé, sa voix plate. C'était instructif. Il a marqué une pause. La voiture roulait maintenant sur les quais, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. « Écoutez-moi bien, Léa. Il est 23h40. Dans 20 minutes, ce sera une nouvelle année. Et j'ai besoin d'une nouvelle vie, ou du moins d'une nouvelle image. » Léa le regardait sidérée. Il parlait de lui, pas d'elle. « Je suis fatigué, a continué Arthur. Fatigué de la perfection. Fatigué des gens qui ne veulent que ce que j'ai. Vous comptiez vos 2 € pour le bus. Vous n'êtes pas là pour mon argent.
Vous avez un objectif. Léa n'osait pas respirer. Où voulait-il en venir? Voilà ce que je vous propose, Léa. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie, mais elle vient avec une condition très particulière. Il a sorti de sa poche intérieure une petite enveloppe épaisse, blanche, sans aucune inscription. Il l'a posée sur le siège, entre eux. « Ouvrez-la » a-t-il ordonné. Léa a pris l'enveloppe, elle était étonnamment lourde. Elle a glissé son doigt sous le rabat et a tiré. Il n'y avait pas de carte de vœux. Il n'y avait pas de chèque. Il y avait des liasses de billets de 100 €, des dizaines, des centaines. La liasse était si grosse qu'elle ne pouvait pas la tenir d'une seule main. Léa a failli la laisser tomber. Elle a regardé Arthur, puis l'argent, puis Arthur à nouveau. « Combien y a-t-il là-dedans » a-t-elle murmuré. « 50 000 €, a répondu Arthur. « C'est un acompte. »« Un acompte pourquoi ?»« Pour être ma fiancée, a-t-il dit. « Pour les 3 prochains mois. »« 50 000 €, a répété Léa, mais le son n'est pas sorti comme une question. C'était une affirmation, une pierre jetée dans l'eau glacée de la Seine. Elle tenait la liasse comme si elle pouvait lui brûler les doigts. C'était une somme tellement démesurée qu'elle en devenait abstraite. Arthur n'a pas daigné la regarder. Il fixait le fleuve qui défilait, impassible. « Un acompte, ai-je dit. La somme totale sera de 150 000 €. Elle couvrira les 3 mois, le stress et l'accord de confidentialité que vous signerez dès demain matin. » Léa a avalé sa salive. 150 000 €. C'était la fin de ses problèmes, la fin de l'épuisement. La fin de l'odeur de friture qui imprégnait ses cheveux même après une douche. C'était la garantie de pouvoir étudier pour de vrai, sans s'écrouler sur ses livres. « Et pourquoi moi » a-t-elle demandé, la voix à peine un murmure. Arthur a soupiré, un bruit court et agacé, comme si la question était une perte de temps. « Parce que vous êtes l'antithèse de ce que je fréquente habituellement. Regardez-vous, vous êtes réelle, Léa. Vous n'avez pas fait d'effort pour vous faire remarquer et pourtant vous avez réussi. » Il a tourné enfin la tête, son regard perçant. « J'ai une acquisition majeure à finaliser en février, une entreprise américaine. Le conseil d'administration là-bas est vieux jeu, ils aiment la stabilité. J'ai besoin de montrer que je ne suis pas le playboy habituel qui change de compagne tous les trimestres. J'ai besoin d'une image de sérieux, de structure. » Il a pointé du doigt la liasse qu'elle tenait. « Les femmes de mon monde voient ça. » Il a fait un geste vague vers l'extérieur, vers les demeures luxueuses, et elles ne voient que l'argent. Vous comptiez vos 2 € pour rentrer chez vous. Vous n'êtes pas intéressé par la perfection de ma vie, mais par la survie de la vôtre. C'est une différence essentielle. Je peux vous faire confiance pour partir quand ce sera fini. » Léa a senti une vague de colère monter. Il était en train de lui acheter son image et pire, il lui disait qu'elle était parfaite parce qu'elle était pauvre. « Vous voulez acheter la crédibilité, monsieur Arthur ?» « Exactement. Et vous êtes très crédible. Étudiante en droit, travailleuse acharnée, sans passé scandaleux. Vous êtes la toile vierge parfaite. Nous parlerons d'une rencontre romantique dans une librairie, ou je ne sais quoi. Quelque chose de banal. » Le chauffeur a ralenti, traversant un pont. Il restait moins de 10 minutes avant minuit. Le compte à rebours était partout. « Quelles sont les conditions ?» a demandé Léa, sa voix reprenant un peu de sa fermeté d'étudiante en droit. Elle essayait de se raccrocher à la logique pour ne pas s'évanouir. « Vous déménagez demain, vos études continuent, bien sûr. Vous aurez une voiture, un chauffeur et un accès illimité à une carte bleue pour les nécessités de la fonction, vêtements, coiffeurs, etc. L'argent de la carte n'est pas le vôtre, il est pour les apparences. Les 150 000 €, c'est pour votre silence et votre temps. » Il a levé un doigt. « Règle numéro 1, et la plus importante, c'est un arrangement strictement professionnel. Il n'y aura aucune intimité. Nous serons 2 colocataires qui se font passer pour des amoureux en public. C'est tout. » Léa a soupiré de soulagement. Un soupir si profond qu'il a fait vaciller la liasse de billets. Au moins, il ne lui demandait pas son corps. Il lui demandait seulement de jouer un rôle de conte de fées, mais avec un contrat. « Et si je refuse ?» Arthur a haussé les épaules, indifférent. « Alors, je prends la prochaine serveuse, ou la caissière du café. Vous rentrerez chez vous, vous aurez marché 1 heure et vous reprendrez votre service demain, et vous aurez perdu 50 000 €. Il était brutal. Honnête, mais brutal. Léa a regardé l'argent. Elle a regardé le paysage parisien, les lumières de la fête, si loin de sa réalité. Elle a pensé à son père, artisan, qui se tuait à la tâche pour payer ses frais d'inscription. Elle a pensé à Inès, qui avait dû prendre un 2e boulot pour couvrir les factures de chauffage. Elle n'était pas en train de vendre son âme.
Elle était en train de racheter son temps. « Je veux voir le contrat entier avant de signer quoi que ce soit », a-t-elle insisté. « Je ne signe pas à l'aveugle. » Arthur a souri, un vrai sourire cette fois, mince comme une lame de rasoir. « J'adore ça, le sens du détail. Bien joué, Léa. » Il a sorti son téléphone, un modèle ultra fin en titane. Il a tapé quelques messages rapides. Le contrat arrive par mail dans les 2 minutes. Il est rédigé par mes avocats. Il est parfaitement légal. Vous aurez jusqu'à minuit pour le lire et dire oui. Si vous dites non, le chauffeur vous dépose chez vous et vous gardez la compte de 50 000 € pour votre silence. C'est ma garantie de bonne foi. Il lui offrait 50 000 € pour ne rien faire, juste pour s'assurer qu'elle ne raconterait pas cette histoire folle. C'était une clause de non-divulgation avant même la négociation. Léa a déverrouillé son vieux smartphone. La notification d'un nouveau mail est apparue provenant d'une adresse en arthurcorp.com. Le fichier joint était un PDF de 12 pages. « J'ai 5 minutes », a-t-elle murmuré, le cœur battant à tout rompre. Arthur s'est enfoncé dans son siège, croisant les bras, la laissant seule face à l'écran lumineux. Il était 23h55. Léa a commencé à lire. Les clauses étaient précises, froides, sans émotion. Définition du rôle, calendrier des événements obligatoires, clause de non-compétition. Elle ne devait pas utiliser la notoriété pour créer sa propre marque. Et surtout, la clause de rupture. Si elle rompait le contrat, elle devait rembourser l'intégralité des fonds reçus, plus une pénalité. S'il lui rompait, elle gardait tout. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une prise de participation dans une mise en scène. Elle a parcouru les pages, ses yeux scannant les termes juridiques. Apparence publique, domicile commun temporaire, interdiction de divulgation. Elle s'est arrêtée sur la rémunération. Un versement de 100 000 € sera effectué à la date de fin de contrat. La compte plus 100 000. 150 000 en tout. C'était réel. Elle a regardé Arthur qui ne la regardait pas mais semblait attendre, parfaitement détendu. « Monsieur Arthur », a-t-elle dit, sa voix tremblante, « la clause concernant ma famille. Je ne peux pas mentir à mes parents sur ma vie. » Arthur a tourné légèrement la tête. « Vous ne leur mentirez pas sur votre vie. Vous leur direz que vous avez trouvé un travail exceptionnel qui nécessite beaucoup de déplacements. Vous ne mentionnez pas mon nom. Si nous sommes photographiés ensemble, ils devront faire semblant de vous croire. C'est la seule concession que je ferai. » Léa a soupiré. Mentir à ses parents était la partie la plus difficile. Mais leur donner la sécurité financière, c'était un argument de poids. Le chauffeur a ralenti, approchant d'un petit square désert. Sur les télévisions, dans les appartements voisins, on voyait le compte à rebours de TF1. « Il est 23h58, mademoiselle », a dit le chauffeur poliment. 2 minutes. Léa a serré la liasse de billets dans sa main gauche, comme pour s'ancrer dans la réalité physique de la tentation. Elle a pensé à la faculté et au droit pénal, à l'idée qu'elle se faisait de la justice. Et maintenant, elle était là, à vendre 3 mois de sa vie à un homme qu'elle avait servi 10 minutes plus tôt. Elle a redressé les épaules, la posture de la Léa qui savait argumenter devant un jury. « D'accord », a-t-elle dit, la voix claire et étonnamment ferme. « Je signe. » Arthur a affiché un sourire satisfait qui n'atteignait toujours pas ses yeux. « Excellent choix, Léa. Bienvenue à bord. » Il a tendu la main vers elle. « Je vais vous envoyer le document pour signature électronique. Faites-le immédiatement. » Elle a fait glisser son doigt sur l'écran, validant les clauses, apposant sa signature numérique. Elle venait de s'engager à devenir la fausse fiancée d'un milliardaire. Au moment où le mot « signé » est apparu en vert sur son écran, les klaxons ont retenti dehors. Le ciel s'est illuminé de feux d'artifice improvisés. Minuit, nouvel an. Arthur s'est tourné vers elle et pour la première fois, il a levé son verre qu'il avait sans doute fait monter dans la voiture, un verre de champagne. « Bonne année, Léa. Félicitations. Votre vieille vie est terminée. » Il a bu une gorgée. Léa, elle, tenait l'enveloppe. Elle n'avait rien à boire. Elle avait juste une nouvelle vie qui venait de lui tomber dessus, lourde et glaciale. « Maintenant, » a dit Arthur, en posant son verre, « premier point de notre plan. Nous allons nous arrêter chez vous. Vous allez prendre une valise. Vous ne reviendrez pas dans cet appartement avant 3 mois. » Léa a été prise de court. « Mais, Inès, ma colocataire, je ne peux pas partir comme ça. Vous lui direz exactement ce que vous avez à lui dire. Vous avez une urgence professionnelle. Ne donnez aucun détail. Et surtout, ne parlez pas des 50 000 €. » Le chauffeur a accéléré, se dirigeant vers le 19e, vers l'appartement que Léa allait quitter. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble. Un bloc de béton un peu triste. Le contraste avec la berline noire était risible.
Vous avez 10 minutes, Léa. Pas une de plus. Le temps presse. Léa a hoché la tête, son cerveau encore en train de traiter l'onde de choc. Elle est sortie de la voiture, la liasse de billets toujours serrée dans sa main. Elle a couru les quelques marches qui menaient à la porte d'entrée. Elle a tapé le code, puis elle est montée les 4 étages à toute vitesse. L'odeur de cuisine froide et de moisissure l'a accueillie. Inès était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture, regardant les vœux à la télévision. Elle tenait une tasse de thé à la main. « Léa, je croyais que tu ne rentrais pas avant 2 heures. Bonne année. » Inès s'est levée pour la prendre dans ses bras. Léa l'a serrée fort, le cœur lourd. C'était la dernière fois qu'elle voyait cet endroit, cet ami, dans ce contexte de misère partagée. « Bonne année, Inès, » a murmuré Léa. « Écoute-moi bien, c'est dingue. » Elle a posé l'enveloppe sur la table basse, sans l'ouvrir davantage. « Je dois partir, tout de suite. » Inès a froncé les sourcils. « Quoi? Mais où? Tu as dit qu'il n'y avait pas de service demain. » « Non, c'est autre chose. Le restaurant, ils m'ont viré, mais ils m'ont aussi offert un truc. Une opportunité de travail, je ne peux pas en parler, mais c'est énorme. Ça me paie mes études. » Léa a ouvert l'armoire et a commencé à jeter des vêtements dans sa vieille valise à roulettes. « Je vais être absente pendant environ 3 mois. » Inès était sidérée. « 3 mois? Mais tu vas vivre où? J'ai un logement fourni. Je ne peux pas t'en dire plus, c'est confidentiel. C'est une histoire de droit des affaires, un truc de fou. » Elle mentait, mais elle utilisait le vocabulaire de la vérité. Léa a pris le strict minimum. Ses manuels, son ordinateur portable, quelques sous-vêtements. Rien de ce qui sentait la friture. « Écoute, » a dit Léa en se tournant vers Inès, « je te laisse le loyer payé pour les 3 prochains mois. Ne t'inquiète de rien. J'ai eu un bon pourboire, un truc exceptionnel. » Elle a tiré quelques billets de l'alias, une somme suffisante pour couvrir le loyer et les courses. Elle l'a posé sur le comptoir, à côté de l'enveloppe. « Si je ne réponds pas tout le temps, ce n'est pas personnel. C'est juste que je suis sous contrat. Mais je te promets, Inès, quand je reviens, nos problèmes d'argent sont finis. Pour de bon. » Inès a regardé l'argent, puis Léa. Elle était inquiète, mais la fatigue de la fin d'année et l'idée d'avoir un peu de répit financier l'ont empêchée de poser les questions les plus difficiles. « Fais attention à toi, Léa, et rappelle-moi dès que tu peux. » Léa a serré Inès une dernière fois, a pris sa valise et a couru vers la porte. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle est ressortie de l'immeuble, essoufflée, et a vu la berline noire, toujours là, attendant comme un prédateur silencieux. Le chauffeur lui a ouvert la porte. Arthur était assis là, le téléphone à l'oreille, parlant en anglais avec une autorité calme. Il a mis fin à l'appel dès qu'elle s'est assise. « 9 minutes 45 secondes, a-t-il dit, vérifiant sa montre de luxe. Efficace. Il n'a pas demandé si Inès avait posé des questions, il ne s'intéressait qu'aux résultats. Bien, maintenant nous allons à votre nouveau domicile. Il y a une équipe qui vous attend pour une mise à niveau d'urgence. Coiffure, garde-robe, briefing, vous avez un gala demain soir. » Léa a senti une boule se former dans son estomac. Un gala? Déjà? Elle n'avait même pas eu le temps de se laver les cheveux. Demain soir? Mais pas de mais, Léa. C'est le rythme de ma vie. Vous êtes ma fiancée. Vous devez vous y habituer. Le chauffeur a démarré. Ils ont roulé un long moment, quittant les quartiers populaires pour revenir vers le centre-ville, mais dans une zone encore plus exclusive que le 8e arrondissement. Ils se sont arrêtés devant un immeuble qui ressemblait à un palais. Une façade en pierre de taille, des balcons ornés, des fenêtres immenses. Le chauffeur s'est garé dans un sous-sol privé. « Bienvenue à la maison, Léa », a dit Arthur. « C'est enfin votre maison pour les 3 prochains mois. » Léa est sortie de la voiture, tirant sa vieille valise à roulettes sur le marbre froid. Elle a suivi Arthur jusqu'à un ascenseur privé. « Mon appartement est au dernier étage. C'est un duplex. J'ai déjà fait préparer une chambre pour vous, rappelez-vous. Colocataire. Jamais seul dans ma chambre sans mon autorisation. » Léa a acquiescé, le cœur serré. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Léa a failli laisser tomber sa valise. Ce n'était pas un appartement. C'était une galerie d'art. Des œuvres originales pendaient au mur. Le salon était un espace immense, avec une vue panoramique sur tout Paris, la tour Eiffel semblant à portée de main. Et il n'y avait pas de silence. Il y avait du mouvement. 3 personnes attendaient. Une femme sévère en tailleur noir, une jeune femme souriante avec un sac de maquillage et un homme qui tenait un mètre ruban et des carnets de croquis. « Tiens, vous voilà », a dit la femme en tailleur sans même saluer Arthur. « Je suis Chloé, votre nouvelle assistante personnelle. Et voici Jules, notre styliste. »
et Alba, la maquilleuse. Arthur s'est contenté d'un geste de la main. « Je vous la laisse. Bonne nuit. » Et il est parti, disparaissant dans un couloir sombre, laissant Léa, la serveuse d'hier, seule avec sa nouvelle équipe. Chloé l'a regardé de haut en bas, son regard s'arrêtant un instant sur le manteau usé de Léa. « Bien. Premièrement, nous allons nous débarrasser de ça, » a dit Chloé en pointant le manteau. « Deuxièmement, nous allons corriger votre teint. Et troisièmement, Jules, nous avons besoin d'une garde-robe complète avant l'ouverture des magasins. Elle doit être éblouissante pour le gala des investisseurs. » Jules, le styliste, a souri, un sourire professionnel et impatient. « Ne vous inquiétez pas, Léa. En quelques heures, nous allons effacer la serveuse et créer la fiancée. » Léa se tenait là, au milieu du luxe, les 50 000 € dans la main. Elle était épuisée, terrifiée et sur le point de pleurer, mais elle était aussi en train de réaliser une chose. Elle n'avait plus à compter ses pièces pour rentrer chez elle. Elle avait acheté sa liberté, mais elle venait de perdre son identité. « Par où on commence ?» a demandé Léa, sa voix sonnant plus déterminée qu'elle ne l'aurait cru. Elle était entrée dans le jeu. Il fallait jouer pour gagner. Chloé a pris l'enveloppe de la main de Léa. « Jules, l'argent, on le met au coffre. Léa, on commence par une douche. Une très longue douche. On a beaucoup de travail avant l'aube. » Continua. La douche. Ce n'était pas juste de l'eau chaude, c'était un sas de décompression. Léa est restée là sous le jet puissant, jusqu'à ce que la peau de ses doigts se plisse. Elle essayait de faire partir non seulement l'odeur du service de fin d'année, mais aussi la Léa qui comptait ses pièces. Elle n'y arrivait pas. La liasse de billets, elle, était en sécurité, quelque part dans un coffre que Chloé avait mentionné d'un ton qui n'admettait aucune question. Quand elle est sortie, enveloppée dans un peignoir de soie qu'elle n'aurait jamais osé toucher dans un magasin, le calme était trompeur. La chambre qu'Arthur lui avait assignée était immense, avec des draps blancs et une vue sur le ciel de Paris. Mais elle n'était pas seule. Chloé était assise sur un fauteuil, une tablette à la main, l'air d'attendre le démarrage d'une fusée. Jules et Alba étaient déjà à pied d'œuvre, étalant des produits de luxe sur la coiffeuse. « Bien, Léa » a commencé Chloé, sa voix sèche. « Nous avons 4 heures avant l'arrivée du jour. L'objectif est simple. Vous devez être la fiancée, pas la Cendrillon qui est tombée dans un pot de caviar. » Léa s'est assise, sentant la fatigue la submerger. « Je comprends, mais je suis épuisée. »« La fatigue est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre, » a rétorqué Chloé sans la regarder. « Vous êtes sous contrat. Arthur ne paie pas pour une personne fatiguée. » Le ton était glacial. C'était la première fois que Léa comprenait vraiment qu'elle était une employée, non une invitée. Jules, le styliste, s'est approché, un air d'extase professionnelle sur le visage. Il a pris une mèche de cheveux de Léa entre ses doigts. « Oh, le potentiel est mortel, mais la couleur est terne. Nous allons éclaircir ça, juste un peu pour la lumière. On ne veut pas d'un changement radical, on veut une amélioration naturelle. » Pendant qu'Alba commençait à lui faire un soin du visage avec des crèmes qui sentaient le jardin d'hiver, Chloé a lancé le briefing. C'était le plus important. L'histoire, leur histoire. « Voici les points clés que vous devez mémoriser », a dit Chloé en faisant défiler l'écran. Notre rencontre a eu lieu il y a 2 mois, fin octobre. Pas dans un restaurant, évidemment. « Où alors ?» a demandé Léa. « À la galerie Drouot », a répondu Chloé, pendant une vente aux enchères de manuscrits du 19e siècle. Arthur cherchait une édition rare de Balzac. Vous étiez là, non pas pour acheter, mais pour des recherches pour votre thèse de droit constitutionnel sur, disons, la propriété intellectuelle des œuvres posthumes. Ça sonne intelligent, ça sonne chic. Léa a cligné des yeux. Je suis en droit pénal, pas constitutionnel. Chloé a levé les yeux au ciel. On s'en fiche, Léa, l'important est que vous soyez étudiante en droit. C'est votre encre de crédibilité. Le détail de la thèse, personne n'ira le vérifier. L'histoire, c'est que vous avez fait tomber une pile de catalogues. Arthur les a ramassés et il a été frappé par votre authenticité. Elle a fait une pause, ses lèvres minces se contractant. Il vous a invité à boire un café. Vous avez refusé poliment parce que vous deviez étudier. Il a dû insister. Ça montre que vous n'êtes pas intéressé par son argent. C'est la clé. Pendant que Jules coupait ses pointes et que le bruit du sèche-cheveux remplissait la pièce, Léa essayait d'intégrer les informations. Elle devait construire une vie parallèle, une vie où elle refusait les cafés d'un milliardaire. C'était absurde. « Et mes parents ?» a demandé Léa. « Ils savent que je travaille comme serveuse. »« Vos parents » a repris Chloé, « sont au courant de votre nouvelle position.
Vous avez décroché un stage extrêmement bien rémunéré, très exigeant, dans un cabinet international qui traite des fusions et acquisitions. C'est la raison de votre déménagement subi et de votre indisponibilité. Arthur est votre mentor, si vous voulez. Mais c'est confidentiel, même pour eux. S'ils posent trop de questions, vous leur rappelez la clause de non-divulgation de votre stage. Ça marche toujours. C'était facile de mentir avec des termes juridiques. Elle était douée pour ça. La transformation a continué sans répit. Léa n'avait jamais eu autant de gens concentrés sur elle. Alba travaillait sur ses sourcils, Jules testait des coiffures sophistiquées. C'était une chirurgie esthétique sans scalpel, visant à polir chaque aspérité de sa vie passée. Maintenant, la garde-robe, a déclaré Jules, tirant un rail de vêtements qui semblait sorti d'un défilé. Arthur a des exigences très précises. Il n'aime pas le bling. Il veut de l'élégance intemporelle. Chanel, Dior, Saint-Laurent. On ne verra que la coupe, jamais le logo. Il a sorti une robe de cocktail d'un bleu profond, d'une fluidité incroyable. Ça, c'est pour demain soir. Mais d'abord, nous devons vous habiller pour la journée. Nous serons le 1er janvier. Chic, décontracté et surtout chaud. Léa a essayé une série de pulls en cachemire si doux qu'elle avait l'impression de flotter. Chaque vêtement était ajusté sur place par un couturier silencieux qui semblait sortir de nulle part. Le temps s'est accéléré. Elle a mangé un petit déjeuner léger préparé par une cuisinière invisible. Elle a lu et relu les fiches de Chloé sur les associés d'Arthur, les concurrents et les sujets de conversation à éviter. Politique, religion et surtout l'argent. Vers midi, Arthur est apparu. Il portait un jogging gris anthracite et un t-shirt noir. Il avait l'air plus jeune, moins blindé qu'hier, mais son aura de pouvoir restait intacte. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Léa était assise, les cheveux légèrement ondulés, vêtue d'un pantalon en laine et d'un col roulé crème. Elle ressemblait à une étudiante riche, pas à une serveuse. « Un bon travail, Chloé », a dit Arthur, sans un mot pour Léa. Il parlait à son assistante, comme si Léa était un meuble qu'on venait de restaurer. « Merci, monsieur », a dit Chloé, fière. Léa a senti la frustration monter. Elle était là, l'objet de leur conversation. « J'ai une question, monsieur Arthur », a dit Léa, sa voix un peu trop forte. Arthur a tourné la tête lentement. « Oui, Léa ?» Concernant les événements publics. Si quelqu'un me pose une question sur un cas juridique complexe, étant donné que je suis censée être une étudiante brillante, que dois-je répondre? Arthur a souri, un sourire de supériorité qui a fait bouillir Léa. « Vous n'avez pas à répondre, Léa. Vous êtes ma fiancée. Les gens ne s'attendent pas à ce que vous soyez une encyclopédie. Ils s'attendent à ce que vous soyez charmante et à ce que vous regardiez Arthur avec adoration. C'est tout. Si quelqu'un insiste, vous riez et vous dites « Oh, il faut que je demande à Arthur. C'est lui l'expert en tout. » Il était en train de lui dire d'être jolie et muette. « Je suis une étudiante en droit, » a insisté Léa. « Je ne suis pas idiote. » Arthur s'est approché, réduisant la distance. « Je le sais, Léa. C'est pour ça que je vous ai choisi. Mais dans ce monde, les femmes intelligentes sont perçues comme des menaces. Les femmes qui ont l'air intelligentes et qui sont silencieuses sont perçues comme des trophées. Vous êtes là pour être un trophée, pas pour gagner un procès. Compris ?» Léa a serré les poings. « Compris. » Arthur a acquiescé. « Bien, nous avons un déjeuner rapide. Il faut que vous vous habituiez à ma présence, et je dois m'habituer à la vôtre. » Le déjeuner s'est déroulé dans un silence pesant, servi sur une table en verre qui reflétait la vue. Arthur parlait affaires avec Chloé, ignorant Léa, sauf pour lui donner des instructions précises sur la façon de tenir son verre ou de ne pas croiser les jambes sous la table. Chaque détail de sa vie était désormais chorégraphié. « Ce soir, c'est un gala de charité pour les investisseurs », a expliqué Arthur en posant sa serviette. « C'est la première fois que vous serez présentée comme ma compagne stable. La presse sera là. Vous ne vous éloignez jamais à plus de 2 mètres de moi. Si je vous présente quelqu'un, vous souriez, vous écoutez, et vous ne parlez que si on vous y invite. Les sujets sont neutres, la météo, l'art, le vin. Et si on me demande comment on se marie ?» a demandé Léa, essayant de piéger l'absurdité de la situation. Arthur a levé un sourcil. « Nous ne sommes pas fiancés depuis assez longtemps pour que nous ayons déjà une date. Vous dites que vous êtes en pleine négociation, mais que l'année prochaine sera l'année. Vous ne donnez jamais de détails précis. L'ambiguïté maintient l'intérêt. » Il s'est levé. « Je serai dans mon bureau jusqu'à 18h. Chloé s'occupe du reste. Ne faites pas d'erreur, Léa. La crédibilité est fragile. »
Il est parti aussi vite qu'il était arrivé, laissant Léa avec le goût amer de l'humiliation. Il la traitait comme une stagiaire sous-qualifiée, même s'il avait payé 50 000 € pour qu'elle soit là. Le reste de l'après-midi a été une course effrénée. Manucure, pédicure, essayage. Léa a découvert l'univers des chaussures de créateurs, ces œuvres d'art qui torturaient les pieds. Jules lui a expliqué l'importance des bijoux. Arthur ne vous achète pas des babioles, Léa. Il vous prête des pièces. Il a sorti un collier en diamant et saphir qui semblait peser une tonne enfermé dans un écrin de velours. C'est une pièce de la collection personnelle d'Arthur. Valeur estimée, 700 000 €. Vous devez signer un reçu pour cela. Si vous le perdez, vous me devez 700 000 €. Léa a regardé le collier. Je ne peux pas porter ça. C'est trop. C'est la fonction, Léa, a répliqué Jules, le fixant autour de son cou. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes le prolongement de la fortune d'Arthur. Vous devez scintiller. Le poids du collier sur sa clavicule était physique, lourd, rappelant le fardeau de la dette potentielle. Si elle faisait une erreur, si elle trébuchait, elle était ruinée pour le reste de sa vie et celle de ses parents. L'argent n'était pas une liberté, c'était une prison dorée. À 19 h, la transformation était complète. Alba avait terminé son maquillage, accentuant ses yeux sans les surcharger. Jules avait réussi à faire de sa robe de soirée bleue un chef-d'œuvre d'architecture fluide. La robe épousait sa silhouette, mais restait digne, élégante. Elle était Léa, mais en HD, filtrée, parfaite. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle ne reconnaissait pas la jeune femme. Elle voyait la fiancée, une image coûteuse, calme, inaccessible. Chloé est entrée, tenant une petite pochette de soirée. Vous avez votre téléphone, vos clés et un jeton de sécurité pour le coffre. Ne le perdez pas. Arthur arrive. Léa a senti son cœur s'accélérer. Le trac, c'était comme monter sur scène pour la première fois. Arthur est entré dans la pièce. Il portait un smoking sombre, taillé sur mesure, qui le faisait paraître encore plus grand et plus imposant. Il s'est arrêté et cette fois, il a pris le temps de la regarder. Il n'y avait pas d'admiration dans ses yeux, juste une évaluation professionnelle. « Ça va », a-t-il dit, le compliment le plus mesuré qu'elle pouvait espérer. « Le bleu vous va bien. Le collier, il est bien porté. » Léa a ajusté la pochette dans sa main. « Merci, monsieur Arthur. Ne m'appelez pas monsieur Arthur en public, a-t-il coupé net. En public, c'est Arthur, ou mon amour. Il a prononcé mon amour avec un détachement total, comme s'il lisait une notice. Il s'est approché d'elle, et pour la première fois, il l'a touchée. Il a posé sa main sur le bas de son dos, juste au-dessus de la hanche, un geste possessif, mais non intime. Léa, nous allons y aller. Rappelez-vous les règles. Souriez, écoutez. Ne buvez pas trop et surtout, rappelez-vous que vous êtes ici parce que vous avez signé un contrat. Ce n'est pas réel. Il lui a chuchoté la dernière partie à l'oreille, juste pour elle. Un rappel brutal de leur transaction. Ils sont sortis de l'appartement. L'ascenseur est descendu. Léa sentait la chaleur de la main d'Arthur sur son dos, une pression constante qui la guidait. Quand ils sont sortis dans le hall, une nuée de photographes attendait dehors malgré le froid de janvier. Le bruit des flashs a explosé. Léa a serré les dents. Elle a souri. Le sourire qu'Alba lui avait appris, qui ne montrait pas ses dents et qui ne montrait aucune peur. Arthur a posé un baiser rapide sur le haut de sa tête, un geste calculé pour la presse. « On y va, mon amour », a-t-il murmuré, mais ses yeux cherchèrent déjà la voiture. Ils ont traversé la foule, les questions fusant. « Arthur, qui est cette merveilleuse jeune femme ? Mademoiselle, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Arthur a juste souri, serrant Léa contre lui, la faisant monter dans la berline. Il a attendu qu'il soit à l'intérieur pour parler. « On a fait la une, a-t-il dit. Parfait. » Le chauffeur a démarré, les emmenant vers le lieu du gala, un hôtel particulier historique au cœur de la ville. Pendant le trajet, Arthur a sorti une petite boîte en velours de sa poche intérieure. « J'ai oublié un détail. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un diamant solitaire d'une taille indécente. L'éclat était aveuglant même sous la faible lumière de l'habitacle. « L'Alliance, a-t-il dit. Pour les 3 mois. Ne la perdez pas. Elle coûte plus que votre maison. » Léa a regardé l'anneau puis Arthur. Il s'attendait à ce qu'elle le mette elle-même. Elle a pris la bague, son doigt tremblant légèrement. Elle l'a glissé sur son annulaire gauche. C'était lourd, froid, et ça brillait d'une lumière qui n'était pas la sienne. « Maintenant, nous sommes fiancés, » a-t-elle murmuré, le mot sonnant faux. « En apparence, » a corrigé Arthur. Il a pris sa main, la sienne beaucoup plus grande, et l'a tenue fermement. « C'est notre première représentation, ne gâchez pas l'argent que je vous ai donné, Léa. » La voiture s'est arrêtée.
Devant eux, les marches étaient couvertes d'un tapis rouge, et le bruit des conversations et des coupes de champagne filtrait à travers les portes. Arthur a ouvert la portière, s'est redressé et a tendu la main vers Léa. Elle a pris une grande inspiration, se rappelant la froideur du contrat, la chaleur de l'argent dans le coffre. Elle n'était plus Léa, la serveuse. Elle était l'image de la réussite d'Arthur. Elle est sortie de la voiture, le collier scintillant, la bague brûlant son doigt. Arthur lui a souri, un sourire public, large, destiné aux caméras. Il a posé sa main sur sa taille. « Allons-y, mon amour. » Ils ont monté les marches, marchant sur le tapis rouge, et Léa a senti tous les regards se poser sur elle. Des centaines de paires d'yeux évaluant sa robe, ses bijoux, son histoire. Elle a tenu bon. Elle était là pour 3 mois. 150 000 €. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. La soirée était un tourbillon de noms célèbres et de poignées de mains glaciales. Arthur était au centre de l'attention et Léa était son satellite. Elle souriait, écoutait et ne parlait que pour répéter les phrases apprises. Elle a rencontré des banquiers, des politiciens, des artistes. Tous saluaient Arthur et jetaient un regard curieux à sa nouvelle fiancée. Vers la fin de la soirée, alors qu'elle commençait à avoir mal aux pieds dans ses talons, un homme d'affaires américain, Thomas Eckar, Lucas, un partenaire potentiel dans l'acquisition qu'Arthur cherchait à finaliser, s'est approché d'eux. Lucas était corpulent, bruyant, le genre d'homme qui aimait dominer les conversations. « Arthur, je ne savais pas que vous aviez mis la main sur une telle beauté. » Arthur a posé sa main sur l'épaule de Léa, un geste de fierté calculé. « Léa est mon encre. Elle m'aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. » Lucas a ri. « Une étudiante en droit, c'est ça? C'est rafraîchissant, Arthur. Les femmes de votre âge sont généralement des mannequins sans cervelle. » Léa a senti son sang se glacer. C'était la partie humiliante. « Elle est très brillante, Lucas, » a dit Arthur, son ton devenant légèrement protecteur, ce qui était exactement l'effet recherché pour la crédibilité. Lucas, cependant, aimait tester les limites. Il s'est tourné vers Léa. « Dites-moi, Léa, votre thèse sur la propriété intellectuelle, quel était votre point de vue sur la récente décision de la Cour d'appel concernant les droits de diffusion numérique en Europe? » C'était une question pointue, technique, une question qu'une étudiante en droit pénal ne suivrait pas. Arthur a serré légèrement l'épaule de Léa, un avertissement. Léa a souri, se souvenant de la consigne de Chloé. Elle devait être charmante et éviter la confrontation. Mais la colère qu'elle avait ressentie plus tôt, quand Arthur lui avait dit d'être muette, a pris le dessus. Elle n'allait pas se laisser écraser. Elle avait de l'argent pour son silence, mais elle n'avait pas vendu sa voix. « Monsieur Lucas, » a-t-elle commencé, sa voix douce mais ferme, « je suis spécialisée en droit pénal. La jurisprudence sur le numérique n'est pas mon domaine. » Elle a marqué une pause, laissant le silence s'installer. Arthur la regardait fixement. « Cependant, » a continué Léa utilisant le ton professoral qu'elle réservait aux partiels, il est intéressant de noter que la question n'est pas tant la diffusion que la qualification de l'œuvre dans le contexte transnational. L'harmonisation européenne échoue sur le concept même de l'originalité. Et pour un entrepreneur comme vous, la véritable question n'est pas la cour d'appel, mais comment vous allez structurer vos holdings pour minimiser les risques de contentieux sur la territorialité. Elle avait utilisé le jargon, elle avait détourné la question vers les affaires de Lucas, et elle avait montré qu'elle n'était pas juste une jolie femme. Elle avait montré qu'elle comprenait le jeu. Lucas a cligné des yeux, surpris. Il n'avait pas anticipé une riposte si ciblée. Arthur, à côté d'elle, a relâché la pression sur son épaule. Il y avait une étincelle, la première, dans ses yeux froids, une étincelle de surprise, et peut-être de satisfaction. « C'est pour ça que je l'aime, Lucas », a dit Arthur, reprenant le contrôle de la conversation avec un rire forcé. Elle pense comme un avocat d'affaires. Il a serré Léa un peu plus fort, la tirant à l'écart de Lucas, qui marmonnait déjà des excuses. Une fois hors de portée de Lucas, Léa a murmuré le souffle court. « J'ai enfreint la règle, n'est-ce pas ?» Arthur l'a regardé de haut en bas. Il n'était plus dans son rôle public. Il était Arthur, l'homme d'affaires. « Non, Léa, vous avez établi une nouvelle règle. Vous avez fait mieux que d'être silencieuse. Vous avez rendu Lucas inconfortable. C'est un avantage. » Il a souri, son vrai sourire, mince et prédateur. « Continuez comme ça, » a-t-il dit. « Mais ne vous y habituez pas. Nous sommes là pour un but. Demain, nous avons un vol très tôt pour Londres. Nous allons rencontrer les actionnaires. Il faut que vous soyez aussi impressionnante que ce soir. »
Le reste de la soirée est passé dans un flou de champagne non bu et de sourires forcés. Léa avait réussi son baptême du feu. Elle était la fiancée. Quand ils sont rentrés au duplex, il était 3 heures du matin. Léa était si fatiguée qu'elle tremblait. Arthur l'a accompagnée jusqu'à sa chambre. Il a enlevé sa veste de smoking. « Bonne nuit, Léa. » Il a marqué une pause. « Vous avez été très convaincante ce soir. » Il a fermé la porte derrière lui. Léa s'est effondrée sur le lit. Elle a pris la bague, l'a fait glisser de son doigt et l'a posée sur la table de chevet à côté du reçu de 700 000 €. Elle a enlevé le collier, sentant le soulagement de son cou enfin libéré. Elle était libre de la misère, mais prisonnière du luxe. Elle a attrapé son vieux téléphone. La batterie était presque morte. Elle a envoyé un message rapide à Inès même si elle savait qu'elle ne répondrait pas à cette heure. « Je vais bien. Je suis à Londres demain. C'est fou. Reste au chaud. » Elle a posé le téléphone. Elle a regardé la liasse de billets dans le coffre que Chloé avait eu la gentillesse de lui montrer. L'argent était là, une réalité physique. Elle a pleuré, silencieusement. Non pas de tristesse, mais de l'absurdité totale de sa situation. Elle avait vendu 3 mois de sa vie pour acheter le reste. Elle devait dormir. Londres attendait, et les actionnaires n'aimaient pas les fiancés fatigués. À suivre, la sonnerie du réveil a déchiré le silence du duplex à 4h30 du matin. Ce n'était pas son vieux téléphone, mais un bip discret et professionnel qui venait d'un boîtier ultra plat posé par Chloé la veille. Léa a mis quelques secondes à se souvenir où elle était, et surtout, qui elle était censée être, la fiancée. Elle s'est levée, le corps endolori par le manque de sommeil et la tension de la soirée passée. Le diamant de 700 000 €, posé sur la table de chevet, brillait sous la faible lumière de l'aube parisienne. Un simple contact avec cette bague suffisait à lui rappeler la clause de non-divulgation et le poids de son contrat. Chloé était déjà là. Elle ne dormait jamais, apparemment. « Debout, Léa. Le chauffeur est là dans 20 minutes. Pas de petit déjeuner. Nous mangerons dans l'avion. » Léa s'est habillée sous la supervision silencieuse de Chloé, qui lui tendait des vêtements neufs, coordonnés, qu'elle n'aurait jamais choisis elle-même. Un ensemble en laine mérinos gris perle, discret, coûteux, parfait. Elle a pris sa vieille valise. Chloé a soupiré. « Nous allons acheter une valise digne de ce nom à Londres. Pour l'instant, faites avec. » Arthur les attendait dans le salon, déjà en costume, un café à la main. Il ne semblait pas avoir dormi. Ou alors il dormait comme un milliardaire, efficacement. « Léa, a-t-il dit en guise de bonjour, nous partons dans 5 minutes. » Il y avait une urgence constante dans sa voix, un rythme effréné qui ne laissait aucune place à l'erreur ou à l'humanité. Le trajet jusqu'à l'aéroport privé du Bourget a été rapide et silencieux. Léa regardait Paris s'éveiller, se demandant si Inès dormait encore dans leur petit appartement. Cette vie semblait déjà à des années-lumière. Le jet privé n'était pas un simple avion. C'était un bureau volant, tapissé de cuir clair et de bois précieux. Il y avait des écrans partout et une connexion satellitaire. Arthur s'est installé à une grande table, étalant des dossiers. « Prenez ce siège, Léa, a-t-il indiqué. Pas à côté de moi, en face. » Elle s'est assise. Le décollage a été si doux qu'elle l'a à peine senti. Un steward en uniforme impeccable lui a servi un jus d'orange frais dans un verre en cristal. Arthur ne lui a pas parlé de l'amour ou de leur fausse romance. Il lui a parlé de l'acquisition. « Nous allons rencontrer Lord Harrington et Lady Helms, les 2 actionnaires majoritaires de Titan Solutions. Ils sont vieux jeux, très attachés à l'image de famille. Ils doivent vous adorer. » Il lui a tendu une tablette. « Lisez ça. Ce sont leurs biographies, leurs hobbies, leurs enfants, leurs chiens. Mémorisez tout. » Léa a pris la tablette. Elle était de nouveau l'étudiante, mais cette fois, son sujet d'étude était la psychologie des affaires. Lord Harrington aime le cricket et collectionne les montres anciennes, a lu Léa à voix haute. Exact. Il faut trouver un point commun. Qu'est-ce que vous aimez? Léa a hésité. Le droit pénal? Les polars scandinaves? Arthur a fait une grimace. Non, trop sombre, trop intellectuel. Nous devons trouver quelque chose de léger, de commun. Il a réfléchi un instant. Le vin. Vous aimez le vin? J'en ai surtout servi, a répondu Léa un peu sèchement. Alors vous aimez le vin. Nous allons dire que vous êtes passionné par les petits vignobles du Languedoc. C'est chic, pas trop cher, et ça montre que vous avez des intérêts simples et authentiques. Pendant les 2 heures de vol, Arthur l'a interrogé. Il ne lui laissait aucun répit. Il testait sa mémoire, sa capacité à maintenir le mensonge. Quel est le nom du chien de Lady Helms? Un cavalier King Charles, nommé Winston. Pourquoi Arthur est-il si pressé de conclure l'affaire Titan?
Léa a récité la réponse apprise parce que Titan Solutions détient une technologie clé dans l'intelligence artificielle éthique, qui est cruciale pour l'avenir de notre entreprise. Arthur a acquiescé. Bien. Vous êtes une machine, Léa. Continuez comme ça. L'éloge était froid, mais Léa l'a pris. C'était la reconnaissance de son travail, même si ce travail était une mascarade. À Londres, l'accueil était encore plus théâtral qu'à Paris. Un convoi de voitures, des gardes du corps discrets et une suite réservée au Savoy. La suite était spectaculaire, avec des boiseries sombres et une vue sur la Tamise. Mais Léa n'a eu que le temps de changer de tenue avant d'être jetée dans l'arène. Le déjeuner avec Lord Harrington et Lady Helms était tendu. Arthur parlait affaires. Léa jouait le rôle de l'auditoire captivé. Elle souriait, elle posait des questions vagues sur la famille. Elle mentionnait l'importance des petits producteurs de vin avec une conviction qu'elle ne se connaissait pas. Lord Harrington, un homme sec avec des sourcils broussailleux, était difficile à amadouer. Il regardait Léa avec une méfiance palpable. « Et votre travail, mademoiselle Léa ?» a-t-il demandé, son accent britannique tranchant comme une lame. « Arthur nous dit que vous êtes une brillante étudiante en droit. » Léa a senti le regard d'Arthur sur elle. Alerte rouge. « Je suis en pause forcée, Lord Harrington », a-t-elle répondu avec un sourire triste. « Le stage que j'ai obtenu est si exigeant qu'il me prend tout mon temps. Mais c'est pour une bonne cause. Je suis passionné par la justice. » C'était vrai, et suffisamment vague pour être inattaquable. « La justice ?» a reniflé Lord Harrington. « Arthur, la justice coûte cher. »« Kate, elle est ma meilleure conseillère en éthique », a répondu Arthur, se penchant vers Léa et lui caressant la main par-dessus la table. C'était un contact faux, mais incroyablement efficace. Elle me rappelle que même dans les plus grandes acquisitions, il faut garder une âme. Léa rougit légèrement, jouant le rôle de la femme amoureuse et un peu gênée par tant d'éloges publics. L'image était parfaite. La réunion de l'après-midi s'est déroulée sans accroc. Léa a passé des heures à écouter des discussions sur les valorisations, les synergies et les clauses de rachat. Son cerveau d'étudiante en droit analysait les termes juridiques complexes, même si elle n'avait pas le droit de parler. C'est là qu'elle a vu le détail. Arthur était en pleine discussion avec l'avocat de Titan, un homme nerveux nommé Hugues, au sujet d'une clause de garantie. Hugues insistait sur le fait que la clause était standard pour les acquisitions transfrontalières. Arthur était concentré sur le pourcentage de pénalité. Léa, qui avait passé le mois dernier à étudier un cas de rupture de contrat international, a remarqué un glissement sémantique dans la formulation de Hugues. Il utilisait le terme « force majeure » de manière trop large. Arthur était sur le point d'acquiescer. Léa a posé sa main sur le bras d'Arthur, un geste involontaire, mais qui l'a fait se taire. Arthur l'a regardé, les yeux noirs de fureur contenue. Elle venait d'interrompre une négociation à 9 chiffres. « Excusez-moi, Arthur », a dit Léa, sa voix tremblante, mais elle a forcé le sourire. « Je me demandais si nous pouvions discuter un instant de ce que nous allons faire pour le dîner. Je ne me sens pas très bien. » Elle utilisait l'excuse de la faiblesse féminine pour tirer Arthur à l'écart. C'était la seule façon d'avoir son attention immédiate sans l'humilier en public. Arthur, furieux, s'est excusé auprès des autres. « Juste une minute, messieurs. Léa n'est pas habituée au décalage horaire. » Il l'a tirée dans un coin du bureau. « Qu'est-ce que vous faites, Léa? Vous avez une idée de ce que vous venez de risquer ?» Il chuchotait avec une intensité terrifiante. « La clause de garantie », a murmuré Léa, ignorant sa fureur. L'avocat a utilisé le terme « force majeure » en incluant les changements de politique gouvernementale. Dans le droit britannique, cela peut être interprété comme une échappatoire illimitée. Vous n'êtes pas protégé contre une nationalisation ou une nouvelle taxe. Arthur a arrêté de respirer. Il l'a regardé. Il était habitué à ce que ses avocats repèrent ces choses, pas sa fausse fiancée. Vous en êtes sûr? Oui, c'est un piège classique pour les acquisitions technologiques dans un environnement politique instable. Il faut le terme exact, Act of God, ou limiter la définition de force majeure dans le contrat. Arthur n'a pas souri. Il n'a pas dit merci. Il a juste tourné les talons et est retourné à la table de négociation. « Hugues », a-t-il dit, sa voix redevenue calme. « Revenons à cette clause de force majeure. Je crois qu'il faut être plus précis sur ce que nous entendons par là. Ma fiancée, qui, comme je l'ai dit, est une étudiante extrêmement brillante, m'a rappelé la complexité du droit britannique sur ces questions. » Léa, de loin, a vu le visage de Hugues pâlir légèrement. Arthur venait d'utiliser son intervention pour obtenir un avantage. Et il l'avait fait avec une élégance brutale.
La négociation s'est poursuivie pendant encore 2 heures, mais Arthur a exigé une réécriture complète de la clause. Quand ils sont rentrés au Savoy, il faisait nuit noire. Léa était affamée et vidée. Arthur n'a pas parlé dans la voiture. Dans la suite, Chloé attendait. Elle a immédiatement pris Léa en charge pour la préparation du dîner de gala du soir. Arthur s'est tourné vers Chloé. « Annulez le dîner, nous dînons ici. Commandez quelque chose de simple. » Chloé a semblé surprise. « Mais monsieur, c'est une obligation. Les Helms et les Harrington seront là. Je m'en fiche, je dois travailler. Et Léa aussi. » Il a regardé Léa. « Venez dans le salon, Léa. » 10 minutes. Léa a suivi Arthur, s'attendant à une réprimande pour son intervention. Arthur était près de la fenêtre, regardant les lumières de Londres. « Vous avez fait une chose très dangereuse cet après-midi, » a-t-il dit, sans la regarder. Léa a serré les poings. « Je sais, j'ai enfreint la règle. » « Non, vous avez enfreint la règle, mais vous m'avez fait gagner du temps et potentiellement des millions. Vous avez fait mieux que ce que mes avocats stagiaires font habituellement. » Il s'est tourné vers elle. Son regard était intense. « Pourquoi l'avez-vous fait? Vous auriez pu rester silencieuse, jouer la potiche. C'était le moyen le plus sûr de respecter le contrat. » Léa a répondu honnêtement, sans filtre. « Parce que je ne suis pas une potiche, monsieur Arthur. Et si je dois vendre 3 mois de ma vie, je le fais bien. Je suis une étudiante en droit. Je ne peux pas écouter une erreur juridique aussi flagrante sans réagir. C'est mon instinct. » Arthur a souri, ce sourire mince qu'elle commençait à connaître. « Intéressant. C'est la première fois que vous laissez votre instinct prendre le dessus. C'est dangereux, mais ça peut être utile. » Il a levé un doigt. « Règle modifiée, vous avez le droit d'intervenir dans les discussions d'affaires uniquement, si c'est une question légale, et uniquement si vous utilisez un prétexte stupide pour me tirer à l'écart. Vous êtes le joker dans mon jeu, Léa. Mais si vous vous trompez, vous payez l'addition. Compris? » « Compris, » a dit Léa. Elle se sentait revigorée. Elle n'était plus seulement un accessoire, elle était une consultante de luxe. Le dîner, commandé par Chloé, était servi dans la salle à manger privée de la suite. Arthur et Léa étaient seuls. Arthur mangeait en silence, les yeux rivés sur un rapport. Léa a regardé le luxe autour d'elle. C'était le genre de vie qu'elle n'aurait jamais cru exister, même en rêve. Mais elle était terriblement seule. « Est-ce que vous vous ennuyez parfois, Arthur ?» a demandé Léa, la question lui échappant. Arthur a levé les yeux, surpris par la familiarité de la question. « L'ennui est une maladie des esprits faibles, Léa. Je suis constamment occupé. »« Non, je ne parle pas d'être occupé, » a insisté Léa. « Je parle de tout ça. » Elle a fait un geste vague vers la suite. « La perfection. Les gens qui ne vous parlent que d'argent. Est-ce que ça ne vous manque pas de compter vos pièces pour le bus ?» Arthur a posé sa fourchette. Il l'a regardée longuement. « Vous confondez le luxe avec l'ennui. Le luxe est un outil. L'ennui est le résultat du manque de but. J'ai un but. Et non, je ne m'ennuie pas. Je suis fatigué parfois. Mais l'idée de revenir à la misère, non, jamais. » Il y avait une froideur dans sa voix qui indiquait que la conversation était terminée. Il ne voulait pas de réminiscences sur la vie d'avant. « Retournez dans votre chambre, Léa, » a-t-il ordonné. « Vous avez besoin de dormir. Nous avons une journée chargée demain. Nous allons à la rencontre du PDG de Titan. Et cette fois, la pression sera réelle. » Léa a obéi. Elle est retournée dans sa chambre où Chloé avait préparé une tenue pour le lendemain et un programme détaillé. Elle a réussi à glisser quelques heures de sommeil, mais le stress était constant. Elle portait la bague, le collier, les vêtements de créateur, mais elle était en alerte maximale. Chaque mot, chaque geste était calculé. Les jours suivants ont été un tourbillon. Londres, puis un vol rapide pour Francfort, pour rencontrer les banquiers. Léa était toujours là, l'encre, la caution morale. Elle a appris à naviguer dans les dîners de gala, à faire des compliments justes et à se fondre dans le décor quand il le fallait. Elle a commencé à comprendre Arthur. Il n'était pas méchant, il était juste déconnecté. Il voyait les gens comme des variables dans une équation. Et elle était une variable très performante. Un soir, à Francfort, Léa était dans sa chambre d'hôtel, essayant de rattraper ses cours de droit pénal. Elle devait rendre un devoir sur la présomption d'innocence. C'était presque impossible de se concentrer sur les textes juridiques quand elle était entourée par des œuvres d'art originales et des tapisseries anciennes. Elle a entendu un bruit venant du salon de la suite. Arthur était au téléphone. Il parlait avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Non, non, je vous assure, le deal est bon. Le marché va se retourner. Je suis couvert. Oui, je sais que la presse parle de la stabilité.
C'est pour ça que j'ai ma fiancée avec moi. Elle est la preuve que je suis stable. » Il y avait un détachement total dans la façon dont il prononçait le mot « fiancé », comme s'il parlait de la nouvelle version d'un logiciel. Léa a senti un pincement au cœur. C'était le rappel constant. Elle n'était qu'un outil. Quelques instants plus tard, Arthur a frappé à la porte de sa chambre. « Léa, vous êtes là ?» Elle a ouvert la porte. Il portait un peignoir de soie, ce qui la rendait incroyablement nerveuse. Il tenait une bouteille de vin rouge et 2 verres. « J'ai besoin de vous. » Léa a redressé les épaules. « Quel est le problème? Un changement dans le contrat? »« Non, non, rien de légal, » a-t-il dit, son ton plus doux que d'habitude. « J'ai besoin de pratiquer mon histoire. » Il est entré dans la pièce, posant le vin sur la table. « Nous avons un dîner important demain avec la famille du PDG. Ils sont très curieux de notre rencontre. Il faut que l'histoire soit parfaite, pleine de détails émotifs. » Il a versé 2 verres. Léa a pris le sien. « Alors, racontez-moi, » a dit Arthur, s'asseyant sur le bord du lit. « Comment suis-je tombé amoureux de vous à la galerie Drouot? Donnez-moi les détails que vous avez inventés. » Léa a pris une gorgée de vin. Il était riche, puissant. Elle a souri, jouant le jeu avec une nouvelle confiance. « J'ai fait tomber les catalogues, bien sûr. Et vous avez dit, si la beauté est aussi maladroite, je n'ose imaginer ce que la perfection ferait. » Arthur a levé un sourcil. « Je n'ai jamais dit ça. »« Non, mais c'est ce que vous auriez dû dire, » a rétorqué Léa. « Ensuite, vous avez insisté pour le café, et j'ai dit que je n'avais pas le temps. J'ai mentionné que j'étais à la recherche d'un document d'archives sur une affaire de droit d'auteur du 19e siècle, une affaire entre 2 poètes oubliés. Pourquoi des poètes oubliés? Parce que cela montre que je ne suis pas intéressé par la célébrité ou l'argent, juste par l'histoire. » Elle a continué à dérouler le fil. La façon dont il l'avait appelé le lendemain, la timidité de leur premier rendez-vous, le fait qu'il l'ait emmené dans un petit café près de la Sorbonne pour lui montrer qu'il pouvait être simple. Arthur écoutait, buvant son vin, le visage impassible, mais il hochait la tête. Il apprenait son rôle. « Et le premier baiser ?» a demandé Arthur, sa voix basse. Léa a senti la chaleur monter à ses joues, même si tout était faux. Le premier baiser, il a eu lieu sur le pont des Arts, la nuit. Il faisait froid. Je portais mon vieux manteau. Et vous avez dit que la seule chose qui vous manquait dans votre vie, c'était l'imprévu. Et que j'étais le seul imprévu que vous ayez jamais voulu planifier. Elle avait inventé cette phrase sur le coup. C'était beau. Et ça sonnait comme du Arthur, mais en version romancée. Arthur est resté silencieux un instant. « Vous avez un talent pour la dramaturgie, Léa, » a-t-il dit. « C'est bien, je vais utiliser ça. » Il s'est levé, le verre vide. « Merci pour la répétition. Je vais me coucher. » Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant un instant. Le manteau sur le pont des Arts. C'est un bon détail. Il est parti. Léa est restée seule, le cœur battant. Elle venait de créer une histoire d'amour pour un homme qui ne la voyait que comme une ligne dans son bilan. Et la partie la plus étrange, c'est qu'elle avait failli y croire elle-même. Le lendemain, à la rencontre avec la famille du PDG, Arthur a joué le rôle de l'amoureux transi, avec une perfection terrifiante. Il a raconté l'histoire de la galerie Drouot, en utilisant les mots de Léa, le détail du manteau sur le pont des Arts. La famille était charmée. Léa était la preuve vivante qu'Arthur avait un cœur. Elle était au sommet de la performance. Mais plus elle jouait ce rôle, plus la Léa réelle s'éloignait. Elle était constamment connectée à Arthur, mais totalement isolée de sa propre vie. Elle n'avait pas pu appeler Inès depuis 2 jours, juste des messages rapides. Ses études étaient en train de prendre l'eau. 2 semaines ont passé dans cette folie. Rome puis Milan. Toujours les mêmes hôtels, les mêmes réunions, les mêmes sourires forcés. Léa était devenue experte en haute couture et en jargon financier. Elle était la fiancée parfaite. Arthur, de son côté, était de plus en plus détendu en sa présence. Il ne la traitait plus comme une stagiaire, il la traitait comme une partenaire de travail. Un soir, à Milan, Arthur est rentré tard. Léa l'attendait dans le salon de la suite. Elle avait fini de lire son contrat de droit et elle s'ennuyait. « Pourquoi vous ne dormez pas ?» a demandé Arthur, défaisant sa cravate. « J'ai un devoir à rendre » a répondu Léa. « Mais je n'arrive pas à me concentrer. » Arthur s'est servi un whisky. « Vous devriez mettre vos études en pause. Vous êtes payé pour ça maintenant. »« Je ne peux pas » a dit Léa fermement. « C'est la raison pour laquelle j'ai signé, pour finir mes études. » Arthur a soupiré. « Vous êtes têtu. Et vous êtes un homme d'affaires. Vous devriez apprécier la détermination. » Arthur a souri. « C'est vrai. Asseyez-vous. Montrez-moi votre devoir. » Léa a hésité. C'était un cas complexe de droit pénal,
loin de son monde. Pourquoi? Parce que je m'ennuie, Léa, et vous avez dit que je détestais l'ennui. Montrez-moi ce que la justice française a de si passionnant. Léa lui a tendu son ordinateur portable. Elle a expliqué le cas. Un vol avec circonstances aggravantes, la nuance entre l'intention et la préméditation. Arthur a écouté, son expression se faisant sérieuse. Il n'était plus le milliardaire, il était l'analyste. « C'est stupide », a déclaré Arthur après quelques minutes. L'intention est toujours là. Il ne s'agit pas de savoir s'il voulait voler. Il s'agit de savoir si le système veut le punir. Ce n'est pas si simple, a argumenté Léa, oubliant qu'elle parlait à son employeur. La loi n'est pas toujours logique. Elle est humaine. Ils ont débattu pendant 1 heure au milieu de la suite luxueuse. Arthur apportait une logique froide, implacable, celle du monde des affaires. Léa apportait la nuance, la compassion du droit qui tente de comprendre les failles humaines. C'était la conversation la plus réelle qu'ils aient eue. À la fin, Arthur a pointé du doigt l'écran. « Votre conclusion est trop émotionnelle, Léa. Vous devez la rendre juridiquement irréprochable. Moins de cœur, plus de code. » Il avait raison. Son analyse était trop personnelle. « Merci », a murmuré Léa. Arthur a bu son whisky. « De rien. Vous êtes ma consultante. Maintenant, allez dormir. » Le lendemain, Léa s'est réveillée avec une nouvelle énergie. Elle avait réussi à finir son devoir et surtout, elle avait réussi à ramener une petite partie de sa vraie vie dans cette prison dorée. Elle s'est préparée pour la journée. Chloé est entrée. « Nous avons un changement de programme, Léa. Le dîner de ce soir est annulé. Arthur a reçu des informations cruciales sur Titan. Nous rentrons à Paris immédiatement. » Léa a senti son cœur se serrer. « Un problème? Quel genre d'informations? » « Arthur ne m'a rien dit, » a répondu Chloé. « Mais il est furieux, très furieux. Et quand Arthur est furieux, il faut courir. » Le vol de retour a été glacial. Arthur était plongé dans son téléphone, parlant à voix basse avec ses avocats. Léa n'osait pas l'interrompre. Elle a réussi à entendre quelques mots: fraude fiscale, Cayman, dissimulation d'actifs. L'acquisition de Titan Solutions était en péril. De retour au duplex, Arthur a convoqué une réunion de crise. Chloé, les avocats et Léa étaient dans le salon, face à l'écran panoramique. « Titan Solutions n'est pas ce qu'ils prétendent être », a déclaré Arthur, les poings serrés sur la table. « Ils ont dissimulé une partie de leurs actifs dans un montage offshore complexe. La fraude est massive. Si je finalise l'acquisition, je deviens responsable de cette dette. » Le silence était assourdissant. Des millions, peut-être des milliards, étaient en jeu. « Que faisons-nous, Arthur ?» a demandé l'un des avocats. Étienne. « Nous reculons, » a dit Arthur. « Nous rompons l'accord. Mais nous devons le faire de manière à ce que ce soit eux qui aient l'air d'avoir enfreint la loi, pas nous. Je ne veux pas payer de pénalité. » La pression était retombée sur Léa. La raison de sa présence, l'image de stabilité, s'était effondrée face à la réalité de la fraude. Léa a regardé les avocats débattre des clauses de rupture. C'était son domaine. Elle a levé la main. Arthur l'a regardé, surpris. « Oui, Léa ? Monsieur Arthur, dans le contrat initial, il y avait une clause de garantie sur la transparence des actifs. Si vous pouvez prouver qu'ils ont dissimulé, vous pouvez rompre sans pénalité. »« Oui, mais la preuve est difficile à obtenir sans divulgation, » a dit Étienne, l'avocat. « Exact, » a repris Léa. « Mais vous n'avez pas besoin d'une preuve absolue pour rompre, vous avez besoin d'une suspicion raisonnable qui met en danger la réputation d'Arthur Corp. » Elle s'est penchée en avant. Le problème, ce n'est pas la fraude fiscale. Le problème, c'est l'image. La presse sait déjà qu'Arthur est en pourparlers. Si vous rompez maintenant sans raison apparente, ça va être perçu comme de la peur, de l'instabilité. Elle a regardé Arthur. Vous avez besoin d'une raison qui justifie la rupture, mais qui ne salit pas votre nom. Une raison qui est personnelle. Arthur a cligné des yeux, comprenant où elle voulait en venir. La fiancée. Léa a acquiescé. Nous sommes une histoire d'amour. Les histoires d'amour finissent parfois mal, surtout quand l'une des parties découvre que l'autre cache des choses. Elle a pointé les dossiers de Titan. Vous ne rompez pas l'accord à cause de la fraude. Vous rompez l'accord parce que votre fiancé a découvert que le PDG de Titan Solutions vous a menti sur un point crucial, un mensonge qui a brisé votre confiance. Arthur s'est adossé à sa chaise, un sourire lent se dessinant sur son visage. C'était diabolique. Quel mensonge ? A demandé Arthur. Le mensonge sur leur éthique, a répondu Léa, sa voix de nouveau ferme. Vous avez dit au Harrington que j'étais votre conseillère en éthique. Vous avez besoin d'un scandale moral, pas financier.
Elle a regardé les avocats. Si Arthur rompt l'accord pour une question de conscience, il préserve son image. Et il peut même obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse de transparence. Arthur a frappé la table. C'est magnifique, Léa, c'est du droit pénal appliqué aux affaires. Il s'est tourné vers ses avocats. Préparez la documentation. La rupture est immédiate. Et préparez un communiqué de presse. Léa va écrire la partie émotionnelle. Léa était sidérée. Elle venait de sauver Arthur d'un désastre potentiel et elle allait devoir écrire la version romancée de la raison. Arthur l'a regardée avec un mélange de respect et de possessivité. « Vous êtes une meilleure investissement que je ne l'avais pensé, Léa. » L'horloge tournait. Le contrat de 3 mois n'était pas terminé, mais leur mission venait de changer radicalement. Le jeu de la fausse romance était sur le point d'atteindre son paroxysme. À suivre, Léa s'est assise devant l'ordinateur d'Arthur, celui qu'il utilisait pour gérer des milliards. Elle n'avait plus peur. L'enjeu était trop grand pour le trac. Elle devait transformer une fraude fiscale internationale en une rupture éthique, et elle devait le faire avec le cœur de la fausse fiancée. Elle a commencé par le ton. Pas de colère, de la tristesse noble. C'est avec le cœur lourd que je dois annoncer la fin de mes fiançailles avec Arthur. Elle a fait une pause, réfléchissant. Elle devait crédibiliser le fait qu'elle, la petite étudiante en droit, ait eu accès à des informations sensibles. Au fil de nos discussions sur l'acquisition de Titan Solutions, j'ai découvert des faits qui contredisent profondément les valeurs d'intégrité qu'Arthur et moi partageons. Je crois fermement que le succès doit rimer avec la conscience, et quand j'ai vu que la direction de Titan Solutions masquait des informations essentielles, j'ai dû prendre une décision difficile. Elle a continué, tissant une toile de principe. Arthur, qui est l'homme le plus honnête que je connaisse, ne pouvait tolérer cette dissimulation. Notre amour est basé sur la transparence, et je ne peux pas commencer ma vie avec un homme qui s'associe à une entreprise qui ne l'est pas. Je lui ai demandé de rompre l'accord. Elle a signé le communiqué par son nom complet, Léa Moreau. Arthur est entré. Il a lu le texte, ses yeux parcourant les phrases. Quand il a fini, il n'a pas souri. « L'homme le plus honnête que je connaisse », a-t-il cité, un soupçon de moquerie dans la voix. « C'est un beau mensonge, Léa, un mensonge utile. » Il s'est tourné vers Chloé, qui attendait. « Envoyez ça à la presse. Ajoutez une photo d'elle souriante au gala d'hier. Il faut que l'image soit celle du sacrifice, pas du conflit. » L'effet a été immédiat. Le lendemain matin, les journaux parlèrent de l'échec du deal de l'année, non pas à cause d'un problème financier, mais à cause de la conscience de la fiancée. Léa était devenue, en l'espace d'une nuit, l'icône de l'intégrité. Le contrat était sauvé. L'image d'Arthur était plus forte que jamais. Il avait montré au monde qu'il préférait la morale aux milliards. La crise passée, le duplex est redevenu étrangement calme. L'équipe de stylistes et l'avocat Étienne sont partis, laissant Arthur et Léa seuls. 2 jours plus tard, Arthur a convoqué Léa dans son bureau à domicile. « Asseyez-vous, Léa. » Il y avait un écran affichant des graphiques boursiers. Arthur n'a pas levé les yeux immédiatement. La mission est terminée. Titan a plongé. Nous sommes sortis sans pénalité. Mieux, nous avons gagné en crédibilité. Vous avez fait un excellent travail. Il a posé sa main sur un clavier. Le contrat stipulait 3 mois. Nous n'avons fait que 2 semaines. Mais vous avez rempli l'objectif. J'ai ordonné le versement. Léa a regardé son téléphone. Une notification de sa banque est apparue. Un virement de 100 000 €. Le solde total de son compte venait de passer à 150 000 €, plus quelques centimes d'intérêt. Elle avait réussi. La somme était là, réelle, dans son vieux compte étudiant. « Je vous remercie, Arthur. » Il a levé la tête. « Je n'ai pas fini. » Il a croisé les bras, son regard intense. « Vous avez un sens du détail légal que je n'ai jamais rencontré. Vous avez sauvé ce contrat. Je vous propose un nouveau rôle. » Léa savait ce qui venait. Elle était devenue précieuse. « Je veux que vous travailliez pour Arthur Corp, un poste de consultante éthique et juridique. Je vous paye 10 fois ce que vous venez de gagner par an. Vous continuez vos études, je les paye. Vous êtes ma conseillère privée. » Léa a senti le vertige. C'était le sommet, le rêve américain transposé à Paris. La sécurité pour toujours. C'est une offre incroyable, Arthur. C'est une offre méritée, Léa. Léa a pris une grande inspiration. Elle a regardé l'écran de son téléphone, le chiffre magique. 150 000 €. C'était la liberté. « Je refuse, Arthur. » Le silence est tombé, plus lourd que le diamant qu'elle portait au doigt. Arthur n'était pas habitué au refus, surtout pas pour une question de millions. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, sa voix plate, presque dangereuse. «
Parce que j'ai signé ce contrat pour acheter ma liberté, pas pour la revendre, a répondu Léa, sa voix reprenant sa fermeté d'étudiante en droit. J'ai besoin de cet argent pour finir mes études, sans stress, sans travailler la nuit. Je ne veux pas passer ma vie à être votre image, Arthur. Je veux être moi-même. Elle a enlevé la bague de fiançailles et l'a posée délicatement sur le bureau à côté du clavier. Elle a pris le collier de saphir et de diamants et l'a posé à côté. Ces objets sont magnifiques, mais ils ne m'appartiennent pas. Ce qui m'appartient, c'est cet argent et le temps que j'ai acheté. Arthur a regardé la bague, puis Léa. Il y avait une lueur de compréhension dans ses yeux. Il avait essayé d'acheter sa loyauté avec le luxe, mais elle avait seulement voulu la survie. « Vous êtes la personne la plus étrange que j'ai jamais rencontrée, Léa, » a-t-il murmuré. « C'est parce que je ne suis pas à vendre, Arthur. J'ai juste loué un service. » Il a souri, son vrai sourire, mince et froid. Mais cette fois, il semblait respecter sa décision. « Très bien, votre contrat est donc terminé. Chloé vous fera préparer votre voiture. »« Je n'ai pas besoin de voiture, » a dit Léa. « J'ai besoin de mon ancienne valise et d'un taxi. » 10 minutes plus tard, Léa était de retour dans la chambre. Chloé l'attendait, l'air consterné. « Léa, vous partez ? Mais Arthur, il vous a offert un poste. »« Je sais, Chloé, mais ce n'est pas ma vie. » Elle a enfilé son vieux manteau noir, celui qui avait l'odeur de la friture et du froid parisien. Elle a pris sa valise à roulettes. Chloé a regardé le manteau avec dégoût. « Au moins, laissez-moi vous commander un Uber Black. »« Non, je prends le métro. Je dois me rappeler ce que j'ai payé. » Léa a serré Chloé dans ses bras, un geste qui a visiblement déstabilisé l'assistante. Elle a pris le vieil ascenseur, puis a traversé le hall de marbre. Elle est sortie dans le froid de Paris. Elle a marché jusqu'à la bouche de métro la plus proche, sa valise faisant un bruit familier sur le trottoir. Elle est descendue dans la chaleur moite du métro, validant son passe Navigo. Elle a regardé les gens, fatigués, pressés. Elle se sentait à nouveau anonyme. Arrivée dans le 19e, elle a monté les 4 étages. L'odeur de l'immeuble l'a accueillie. Inès était dans la cuisine, révisant ses notes. « Léa, tu es rentrée. Mais où est ta voiture? Tu devais être à Francfort. » Léa a posé sa valise usée. Elle s'est assise sur la chaise de cuisine, le cœur étrangement léger. « C'est fini, Inès. Le stage était une catastrophe éthique. J'ai démissionné. »« Oh non, mais l'argent ?» Léa a souri. « J'ai gardé l'argent et je ne travaillerai plus jamais comme serveuse. » Elle a sorti son téléphone et a montré le solde bancaire à Inès. Inès a crié, couvrant sa bouche de ses mains. « Mais tu es riche !» Léa a ri, un rire vrai, enfin. Elle a pris une tasse de café, la première qu'elle n'avait pas eu à servir. « Non, Inès, je ne suis pas riche. Je suis libre. Et maintenant, je dois rattraper 2 semaines de droit pénal. » Elle a pris son manuel. Elle avait 3 ans de loyer et de frais de scolarité devant elle. Elle avait de l'air. Le lendemain, Arthur a lu dans la presse le communiqué de Titan, qui niait toute fraude. L'affaire était devenue un scandale de réputation. Arthur était le gagnant. Il s'est assis à son bureau regardant par la fenêtre. La bague de fiançailles scintillait sur le plateau. Il a pris son téléphone, prêt à appeler Chloé. Il voulait l'adresse de Léa. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il voulait la revoir. Il a regardé la bague, puis il a reposé le téléphone. Il n'avait pas acheté une fiancée. Il avait trouvé un partenaire et il l'avait laissé filer parce qu'il avait essayé de l'acheter. Il a soupiré, un son court et agacé. Il ne s'était pas ennuyé une seule seconde en sa présence. Il a tapé un mail à son avocat. « Veuillez préparer une donation anonyme de 50 000 € pour le financement d'une bourse d'études en droit pénal à la Sorbonne. » Il a validé l'envoi. Il n'a jamais rappelé Léa. Il avait compris qu'elle avait payé cher pour son indépendance et qu'il ne pouvait pas se l'offrir. Il a repris son travail. Le luxe était son outil. L'ennui n'était plus une maladie. Mais le silence dans le duplex était assourdissant.